Hey, salut les baroudeurs. Je viens de m'installer pour mon bivouac de ce soir et je vais vous montrer un nouveau montage, un montage qui est un peu moins courant que ceux qu'on a l'habitude de voir. Je vous montre ça rapidement avant que le soleil se couche. Donc il s'agit d'un montage tipi mais fermé d'un côté. Donc du coup on est bien isolé à l'intérieur. On a la place de se coucher en diagonale. Donc là j'ai la vache à eau, couteau, carte, le sac dans le fond. Et puis là, allongé en diagonale, il y a la place ici sur le devant. Donc si jamais il y a du vent et que la pluie a tendance à rentrer par là, ce qui en principe ne devrait pas arriver si on oriente correctement son tarp au moment de le monter. Mais bon, si le vent tourne pendant la nuit, et qu'il pleut un peu à l'intérieur, on a suffisamment d'espace pour être protégé et puis pour cuisiner sans aucun problème. Même pour un couple, hein, ça passe ce montage là. Voilà. Donc je vous fais le tour et puis après je vous fais un petit descriptif du montage, plus précisément des points que j'ai utilisés pour le monter de cette façon. Ça c'est en option, j'ai utilisé la Ridgeline, je sais pas en français, la corde fêtière là, pour mettre un point d'attache au milieu de la toile. Ça c'est surtout s'il pleut, en fait là je l'ai fait comme ça pour vous montrer, mais c'était vraiment pas indispensable. S'il pleut par contre ça évite à la toile au tarp de s'affaisser sur vous à l'intérieur. Donc là je l'ai fait, en fait j'ai toujours ça, je le laisse en permanence. Là voilà, la fêtière est ici. J'ai toujours un nœud de plein point à une distance qui me permet d'attacher un bâton de randonnée pour un montage de tarp. Donc ce nœud de plein de points au milieu de la fêtière, il est là en permanence. J'en ai même un second ici. Et donc je sais que voilà, si j'ai besoin de faire un montage en tipi ou un montage comme ça assez clos et puis d'avoir un point de suspension en milieu de toile, j'ai ce truc là. Ça c'est une petite astuce, hein, si vous pouvez reprendre cette astuce là si vous ne le faites pas déjà. Donc là en fait c'est pas monté avec les angles, donc le tarp est replié en dessous à chaque côté. Donc là on part d'un angle ici, la porte, on a un angle, ça monte, la fêtière est ici. Vous voyez, la couture de fêtière est ici, donc c'est décalé. Après ça va dépendre de votre tarp, de la configuration des attaches. Ça c'est pas garanti du tout que vous puissiez le faire avec le vôtre. Donc là c'est un point d'attache qui est à un peu moins de la moitié. Ensuite ça poursuit ici, donc toujours le même côté. Et on a l'autre angle ici. Donc là en fait on a un côté qui fait la porte d'entrée. Donc ça fait un triangle comme ça. Ensuite sur le côté, donc on part avec le côté normal du tarp. Par contre on va pas jusqu'au bout pour mettre l'angle. Je me suis arrêté aux 3/4 à peu près. Aux 3/4, même ouais, limite 3/4, limite la moitié. Ouais. Et donc ensuite à partir de là c'est replié en dessous. Là vous voyez j'avais encore ça comme longueur. Donc ça fait une bonne perte, mais bon après c'est la configuration du montage, hein. On a le confort de l'abri quasiment clos. Il faut que vous trimballiez un morceau de polycro, 1 mètre carré ou 2 mètres carrés de polycro pour faire des abris complètement fermés avec de la lumière à l'intérieur. Là, on peut toujours se débrouiller pour attacher un bout de polycro à l'entrée et puis avoir un truc complètement fermé. Et puis avec un feu 1 mètre ou 2 devant, 1,50 m devant l'entrée, du coup ça vous chauffe l'intérieur complètement. Vous pouvez même, moi j'utilise des couvertures de survie réutilisables en tapis de sol.
Si j'en attache une à la paroi pour doubler la paroi d'en haut, etc., là, ça fait un abri en hiver qui tient extrêmement chaud. Beaucoup plus qu'une tente. Donc là, je disais, un côté pour la porte, un côté ici qu'on attache aux 3/4, grosso modo. Ensuite, ça repart. Ici, on a l'extrémité de la faîtière. Et donc, j'ai pris le point d'attache suivant. C'est un peu, c'est attaché en trapèze en fait, un peu. Je pense que ça doit être ça, en trapèze. Et donc là, ensuite, on repart ici. Et là, c'est attaché. Donc, on avait l'angle ici. Donc, tout ça, là, c'est un. On est sur un angle. Non, là, ouais, on n'était pas sur. Là, on était après la faîtière. Donc, en fait, on a un angle qui est planqué en dessous, là, quelque part par là. Là aussi, on perd un. Voilà. Donc, en fait, c'est. On utilise juste 2 angles pour la porte. Et tout le reste, les points d'attache sont faits un peu en trapèze, en décalé des angles. Puisque là, on a un angle ici pour la porte. Bah, ensuite, on prend une largeur de porte. Hein, et puis, donc, vous voyez un peu d'après les attaches sur votre tarpe. Une largeur de porte, le bâton. Après, ça vous fait le triangle de cette arête là avec l'autre. Ah, ce triangle là. Et puis derrière, de toute façon, après c'est un peu, moi ça fait un peu un carré en fait, vu du dessus. Si on regarde bien là comme ça, c'est une forme un peu carrée. Après, ouais, c'est à tâtons. De toute façon, la première fois que vous faites ce montage-là, c'est vraiment à tâtons avec les attaches de votre tarpe. Je ne sais pas ce que ça donne sur un DD Amok. C'est dommage qu'ils ne fassent pas sur tous les tarpes des attaches comme sur celui-ci là. Il est vraiment bien accessoirisé. Et donc voilà, ça permet d'avoir véritablement là, c'est vraiment tout confort. Point de vue intérieur, on est comme ça. Bon, on a les pieds qui touchent un peu. Mais moi je fais 1m80, donc là pour une personne d'1m60, il n'y a rien du tout qui touche. 1m60, 1m70, ça passe large. Donc éventuellement, de toute façon là, il y a suffisamment d'ouverture, suffisamment proche, donc il n'y a pas de risque de condensation malgré que ça soit relativement clos. Et puis on a un bel espace hein, ici là du coup, où on peut bricoler, faire sa gamelle. Cuisiner un peu. Après ouais, si le vent vient à tourner dans la nuit, bon le point haut du coup, s'il pleut, si ça vient un peu en biais là comme ça, c'est juste. Mais a priori tant qu'on l'oriente correctement au départ, ça pose aucun problème. Voilà, je suis dans un coin là, c'est réserve biologique intégrale. Donc il y a même plus de. Il y a quelques grands chemins. Et sinon tout le sous-bois, ça repousse de partout. Et les arbres morts sont laissés. Ils les coupent pas. Et j'attends là ce soir, je suis impatient parce que là je pense que je vais avoir de la visite malgré que en regardant un peu les pistes, j'ai pas vu de traces récentes. Là il y a les pistes d'animaux. Ici, là, je sais pas si ça sort à la caméra, là, il y a une piste ici. Et comme vous voyez, il y a une taupinière juste là. Et il n'y a pas de traces de pattes d'animaux dans la terre. Alors qu'elle est pas. Il a plu déjà là sur cette taupinière. Il y a déjà eu des averses dessus, donc ça fait minimum une semaine ou deux qu'elle est là. Et donc apparemment il n'y a pas de passage là ces derniers temps. Malgré qu'il y ait des signes évidents, là ici aussi il y a des sangliers là qui passent par là. Et vous allez voir là ce que j'attends pour ce soir, je vais voir, il y a vraiment des traces d'activité quotidienne et intense.
On a par exemple déjà ici, là, cet arbre-là, ça c'est un frottoir à sanglier, là. Donc ils viennent tout autour, on voit on peut voir la démarcation sur le sol, ça ressort pas très bien à l'image à la caméra. Mais on voit les aiguilles de pin sont tassées au sol autour de façon circulaire. Et voilà, en éloignant, on voit la différence de couleur sur le tronc. Les sangliers viennent se frotter tout autour. L'écorce est polie. Comparativement ici, vous voyez, ça c'est là ils ne sont pas frottés. Et là on arrive là, vous voyez la démarcation là. Là ils viennent se frotter là. Donc moi mon tarp est là. Donc j'espère peut-être voir du gibier, des sangliers ce soir. Mais comme j'ai pas noté d'empreinte récente, je sais pas trop ce qu'il en est. Je sais pas, ils ont dû bouger peut-être dans une autre partie de la forêt. Je vais voir à la tombée de la nuit. Et là ici pareil, vous voyez cet arbre là, comme l'écorce est mangée. Donc ça c'est pour bouffer l'écorce comme ça. Ils passent pas une fois par semaine quoi. Ça c'est vraiment une activité quotidienne. Et voyez là, il y a la piste qui continue là ici là. Ça part là. Là on trouve des marques un peu ici de terre. Et donc ça circule. En fait je suis sur un point haut, là il y a une ligne de crête. Après là juste ici là, c'est une ligne de crête. Et donc en fait il longe la ligne de crête, hein, c'est quelque chose de classique. Mais là ouais, il y a toute une. Pour faire des marques comme ça, parce qu'il y en a un peu plus loin aussi par là. Pour faire des marques comme ça, là c'est tout un groupe, hein. Il y a toute une famille ou même une horde, je crois que ça s'appelle. Et donc je vais voir. Si j'arrive, j'aimerais bien peut-être réussir à faire une vidéo, là, filmer des sangliers qui passent à côté. Je fais profiter du paysage, hein, la vue est vraiment jolie, c'est vraiment sauvage. Alors on voit pas très bien en contrebas, là il y a une bonne vingtaine de mètres, ça descend une bonne vingtaine de mètres. Et là vous voyez, on voit la cime des arbres déjà là, bon, qui est encore un peu plus haute, la cime des arbres, je sais pas, 6 mètres, entre 4 et 6 mètres plus haut que le point où je me trouve. Mais ensuite un peu derrière, ça descend, donc on a une hauteur d'arbre là sur 30 mètres en avant là, ça descend d'une hauteur d'arbre. Alors c'est comme ça partout, hein. Là c'est pas uniquement parce que je suis sorti des chemins, parce qu'il n'y a pas véritablement de chemin en dehors des pistes pour les animaux. Et vous voyez là encore l'écorce. Ça c'est les sangliers qui viennent là tout le temps, mais quand on regarde, bon il a pas plu récemment. Et du coup la terre est un peu sèche, mais il n'y a absolument aucune empreinte fraîche. Donc je suis vraiment curieux de voir ce soir ce qu'il en sera. Ah, c'est comme ça partout. Ça devient progressivement la jungle. Tout est laissé, les arbres morts sont laissés sur pied jusqu'à ce qu'ils tombent. Et une fois qu'ils tombent, ils sont laissés à pourrir. C'est le principe des réserves biologiques intégrales. En réalité, ils appellent ça réserve biologique intégrale, c'est tout simplement une forêt, hein. C'est une forêt que ça s'appelle. Ce qui n'est pas réserve biologique intégrale, en réalité, c'est de l'exploitation forestière. On appelle forêt l'exploitation forestière, et puis ils appellent réserve biologique intégrale la véritable forêt. Donc si vous avez un goût d'aventure, de retrouver un peu quelque chose de sauvage, de plus jungle, réserve biologique intégrale. Après, il y a peut-être des réserves, quelques
quelques réserves à avoir, je veux dire, selon la réserve biologique intégrale. Quoi qu'il en soit, pour toutes les réserves biologiques intégrales, du coup, il faut quand même faire super attention aux arbres. C'est-à-dire qu'il faut regarder en l'air. Si vous ne regardez pas en l'air, vous risquez de vous prendre véritablement un arbre sur la figure ou des grosses branches. Là ici, c'est des sapins, là, donc des résineux. Donc du coup, il n'y a pas trop de... Ces arbres qui sont relativement propres. Un peu avant, là, quelques dizaines de mètres avant, là, dans les feuillus. Vraiment, il y a des arbres qui menacent de tomber un peu partout avec des branches énormes. Donc c'est quand on est dans de la vraie forêt, ça demande plus de prudence que ce qu'on appelle habituellement forêt, et qui est une exploitation forestière, et donc dont les sous-bois sont généralement nettoyés et qui sont entretenus, et dont on ne laisse pas les arbres mourir sur pied, tout simplement parce que c'est plus intéressant de vendre le bois. Et vous voyez là partout, là c'est encore des trucs de sanglier là, c'est une souille de sanglier et des marques partout. Là c'est la piste, je suis la piste des sangliers en fait. C'est comme ça que j'ai pu venir jusqu'ici, parce que sans les pistes de sangliers ça devient infranchissable en fait. C'est les animaux qui entretiennent des chemins un peu. Et là sinon ça... De plus en plus on se retrouve à devoir progresser presque à la machette. Pour le coup là c'est dans de la forêt, ça... La machette peut se justifier dans l'absolu, en théorie, parce qu'évidemment en pratique il y a tellement peu de réserves comme ça que on va s'abstenir de jouer les Indiana Jones et découper de la ronce et de la fougère à la machette. Plus sympa de préserver ça. Il y en a déjà pas beaucoup. Ça c'est la piste de sanglier là encore qui passe entre les arbres. Vous voyez, c'est touffu partout. Si on ne suit pas les pistes, c'est faut mettre un treillis militaire bien épais, et puis des bonnes godasses, et avec un bon bâton, un bon gourdin pour dégager la végétation, parce que sinon on passe pas. Voilà, je me suis éparpillé, c'était du bonus après ce montage de tarpe là. Je voulais vous montrer ce petit montage de tarpe, et puis c'est vrai que il fallait que je vous montre aussi ça. Je pouvais pas ne pas vous montrer un peu ce décor dans de la vraie forêt. Donc sur ce, moi je vais aller me reposer, et je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée si vous me regardez le matin. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Demain je vais faire la revue de sac, là ça fait longtemps là qu'il faut que je fasse ça. Donc je vais faire ça demain. Allez, ciao!